Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps, mais je reviens avec un point lecture pour vous parler de mes premières lectures de 2022. Alors je vais vous parler aujourd'hui de 3 romans que j'ai lus, d'un roman que j'ai écouté et d'un recueil de contes. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vous parlerai de Dites au loup que je suis chez moi de Carol Rivka Brunt. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé de Regardez-nous danser de Leila Slimani. Je vous donnerai mon avis sur la salle de bal d'Anna Hope. Puis je vous parlerai de À l'adresse du bonheur de Lorraine Fouchet. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de Blanche-Neige et autres contes de Grimm des frères Grimm, illustrés par Mina Lima. On va commencer avec Dites au loup que je suis chez moi de Carol Rivka Brunt, qui est le premier roman que j'ai lu en 2023. C'est un roman qui se place à la fin des années 80. On va suivre le personnage de June, qui est une adolescente qui a 13-14 ans, qui vit dans la périphérie de New York avec ses parents et sa sœur. Et elle a un oncle qu'elle aime énormément, qui habite à New York, qui est artiste peintre, extrêmement libre d'esprit, libre dans son art, il est un peu excentrique, voilà, elle a une relation très très forte avec lui. Mais quand le roman s'ouvre, cet oncle est en train de mourir du sida. C'est le sida à la fin des années 80, donc il y a énormément de craintes autour de cette maladie qu'on ne connaît pas encore bien, beaucoup de jugements également et beaucoup de honte autour du sida de manière globale. Et donc Finn, l'oncle de June, va décéder et après sa mort, elle va découvrir tout un pan de sa vie, découvrir une personne qui était très importante pour lui. Et toute sa vision des choses va un petit peu être bouleversée. Ce qui est vraiment hyper agréable dans le livre, c'est de suivre cette adolescente dans sa manière de penser parce qu'elle est assez loufoque, assez excentrique. Et donc j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit elle qui nous embarque dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé la suivre elle. C'est une ado, enfin une jeune ado, elle sort tout juste de l'enfance en fait, qui est beaucoup livrée à elle-même parce que ses parents travaillent énormément, ce qui fait qu'elle va vivre énormément d'aventures. Et j'ai vraiment trouvé que son parcours était parfois cocasse, mais souvent très touchant. Elle va être confrontée à la mort dès son jeune âge, en plus à la mort de quelqu'un qu'elle aimait profondément parce qu'elle avait une relation tellement fusionnelle avec son oncle, elle passait énormément de moments seule avec lui, et donc forcément sa disparition va la laisser complètement perdue, désemparée, et suivre l'après-drame avec elle, ça a vraiment suscité en moi beaucoup d'empathie. Je trouve que c'est un roman qui est vraiment original dans sa manière de traiter ce sujet, dans sa manière de traiter d'autres thématiques aussi par ailleurs, parce que on va pas mal parler d'art, comme je vous disais, Finn, il était peintre, et on va beaucoup parler de tableaux, et j'ai bien aimé la manière dont ce thème-là était abordé. Le style, enfin bien sûr j'ai lu une traduction, mais c'est vraiment un style fluide, ça se lit facilement, tout en conservant une pointe d'originalité dans la manière de raconter les choses et dans certains événements de l'histoire également. Et je trouve que l'originalité, c'est vraiment ce qui va rythmer tout ce roman. C'est vraiment inattendu. Moi, j'avais jamais lu quelque chose de pareil et j'ai trouvé ça très très surprenant. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup ému. J'ai terminé ce roman en larmes. Je trouve qu'il est profondément humain, que les personnages sont très attachant, que ce soit June, que ce soit Finn, que ce soit Toby dont je ne vous ai pas parlé pour pas trop vous en dévoiler, que ce soit Greta, la sœur de June. Je me suis attachée à tous, j'ai eu beaucoup d'empathie pour tous, et c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'étais très contente de commencer l'année avec celui-ci parce que je trouve qu'il est très réussi. J'en avais déjà pas mal entendu parler. Au tout début, je me suis dit, bon, ok, je vois pas pourquoi ça a tant de succès, mais en fait, une fois que t'es pris dans le truc et que tu t'attaches au personnage, ben, c'est un peu difficile de s'en défaire et de ne pas être pris dans cette histoire. Donc je vous recommande très chaudement ce roman. J'ai aussi lu Regardez-nous danser, qui est le deuxième tome du Pays des autres. Donc là, normalement, vous avez un petit 2 après le Pays des autres, mais
qui est effacé sur mon exemplaire. Donc j'avais lu Le Pays des Autres pendant le premier confinement, hein, je pense, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'était vers mars-avril 2020. Donc ça remontait. J'avais peur de ne me rappeler de rien. Heureusement, il y a un petit index des personnages au début du livre, ce qui permet de retomber facilement sur ses pattes et de se rappeler de qui est qui, comment est-ce que les personnes sont liées, parce qu'en fait, Le Pays des Autres, je vais pas vous résumer Regardez-nous danser, mais Le Pays des Autres, c'est l'histoire d'une famille au cours du XXe siècle au Maroc. Je sais plus exactement dans quelles années on était dans le premier tome, mais je pense qu'on devait commencer dans les années 50. On suit Mathilde, qui est une jeune française alsacienne qui tombe amoureuse d'un Marocain, Amine, et elle va partir avec lui vivre au Maroc. Ils vont construire leur famille et ils vont également construire la carrière d'Amine, parce que Mathilde reste une femme au foyer qui ne travaille pas. Et dans ce deuxième tome, les années passent encore. Ici, on est fin des années 60, début des années 70. Le Maroc est indépendant, essaye petit à petit de se détacher un petit peu de la France, d'avoir son identité propre. Et on suit les personnages. C'est un roman que moi j'ai trouvé hyper intéressant. Je retrouve pas mal de choses que j'avais aimées dans L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Alors on n'est pas du tout au même endroit, les histoires sont assez différentes, mais en fait on va suivre une panoplie de personnages. On va parfois décrire des moments infimes de l'existence, des choses qui paraissent pas extrêmement importante sur l'instant T, mais c'est ça qui apporte pour moi beaucoup de profondeur à l'histoire et c'est ça qui permet de s'attacher au personnage, c'est ça qui permet d'avoir une construction qui est beaucoup plus profonde. Et alors moi il y a des passages que j'ai trouvé beaux. Je lisais à un moment juste avant de m'endormir et j'ai lu un passage, voilà, à mon copain. Je me rappelle même à quelle page c'était, page 198. Je vais vous le lire parce que j'ai trouvé ça si beau quand je l'ai lu. Il pensa alors qu'il l'avait toujours connue. Cette petite fille-là ne lui était pas étrangère, comme ne lui était pas étrangère l'adolescente qu'elle avait été ensuite. Une adolescente austère, sérieuse, concentrée sur le dur métier de grandir. Toujours, elle avait été son âme sœur, et toutes les années vécues sans elle lui semblèrent des années perdues, inutiles et gâchées. Non seulement il était amoureux d'elle, la femme qu'il connaissait, mais aussi de toutes celles qu'elle avait été et de toutes celles qu'elle deviendrait. Moi, j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est magnifique. Vous le savez peut-être, mais j'adore la plume de Leila Slimani. Je trouve que c'est toujours si beau, toujours si précis. Elle choisit vraiment les termes justes qui collent à la situation et il y a toujours un soupçon de poésie. Enfin, après, ça dépend dans quel roman on se situe, parce qu'elle a quand même écrit des romans bien plus crus, comme Dans le jardin de l'ogre ou Chanson douce, où on garde quand même une belle subtilité dans l'écriture, mais où il y a des passages très crus, surtout dans le jardin de l'ogre. Ici, on n'est pas du tout là-dedans, mais il y a vraiment des passages où je me dis c'est tellement beau, et j'ai envie de relire les phrases à voix haute en me disant mais waouh, j'adore ce que je suis en train de lire. C'est pas un coup de cœur pour moi parce que tout n'est pas égal selon moi. Il y a des personnages que je prends beaucoup plus de plaisir à suivre que d'autres. Certains qui me laissent plus indifférente, on va dire. Il y a des moments où je suis fascinée, des moments où je le suis un peu moins, mais en tout cas ça reste une très belle lecture. J'ai hâte de lire le 3e tome qui viendra clôturer cette saga. Et moi je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant de découvrir le Maroc de cette époque et même de découvrir l'histoire du Maroc que malheureusement je connais vraiment pas bien du tout, et ça m'apprend beaucoup et en même temps je prends du plaisir à découvrir l'histoire de cette famille. Et je vous recommande la saga Le Pays des Autres que je trouve très réussie jusqu'à présent. J'ai aussi lu La salle de bal d'Anna Hope. Je vous l'avais dit en fin d'année 2022, mais avec 2 amis à moi, on a créé un club de lecture et on se réunit tous les 2-3 mois pour parler d'un livre qu'on a lu. Donc le premier c'était Dracula de Bram Stoker et le deuxième c'est moi qui ai choisi, et j'avais choisi La salle de bal d'Anna Hope. En fait, j'en avais une vision totalement biaisée et ça a pas mal influencé ma lecture.
quand j'avais lu Le bal des folles de Victoria Mass, plusieurs personnes m'avaient recommandé la salle de bal d'Anna Hope parce que ce que je reprochais au bal des folles, c'était l'aspect un petit peu court, un petit peu... j'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose, que je restais sur ma faim. Et donc on m'avait vraiment recommandé celui-ci en me disant qu'il était bien plus profond, bien plus creusé. Et j'avais du coup super envie de le découvrir. On est en 1911 dans les Landes, en Angleterre, dans un asile qui accueille aussi bien des hommes que des femmes. Les gens sont internés de manière plus ou moins arbitraire. Tu peux être interné parce que tu as commis un petit délit, parce que tu es en dépression. Enfin, tu peux vraiment être interné pour un peu tout et n'importe quoi, des motifs complètement improbables. Et en fait, déjà, rien que dès ce point de départ, j'ai été étonnée parce que je vous dis, j'en attendais quelque chose qui n'est pas ce que j'ai eu. Je pensais lire un roman féministe, engagé dans la cause féministe, et en fait, on va suivre plusieurs points de vue de personnages, et 2 de ces 3 points de vue sont des points de vue d'hommes. Et ma première réaction a été d'être un petit peu déçue de ça, parce qu'on commence à suivre Ella. Donc Ella, c'est une jeune femme qui travaillait dans une filature. Elle travaille depuis qu'elle a 8-9 ans, je sais plus exactement. Et là, c'est une toute jeune adulte, et elle a cassé une vitre. Bon, ça vous révèle pas grand chose sur l'histoire, dans sa filature, et pour ça, elle a été internée de force. Donc vous voyez, il y a vraiment des motifs très bizarres pour lesquels on peut être interné. Et elle va se retrouver là, sans aucune explication, sans qu'on lui dise rien. On va aussi suivre le personnage de John, qui est un homme qui est également interné après des soucis personnels. Et le personnage de Charles, qui lui est médecin dans l'asile. C'est un peu un médecin raté, si on peut dire. En fait, il a réussi ses études de médecine, mais pas brillamment. Ses parents en attendaient plus de lui, et comme il n'a pas extrêmement bien réussi, il n'a pas vraiment eu le choix de l'endroit où il allait travailler par la suite, et il s'est retrouvé dans cet asile parce qu'il peut concilier la médecine et son amour de la musique, parce qu'il joue de la musique pour les patients. Et très régulièrement, il y a des bals qui sont organisés pour les résidents de l'asile. Et bref, je ne vais pas vous en dire plus sur le résumé. Il y a plusieurs choses qui m'ont un peu chiffonné dans ce roman. J'en avais entendu que des critiques extrêmement élogieuses, donc j'avais peut-être mis la barre très très haut. Mais déjà, je trouve qu'on met un petit peu de temps à rentrer dans l'intrigue, à vraiment se mettre dans l'histoire. Moi, il m'a fallu quand même une bonne 50aine de pages, je dirais, pour me dire ok, ça commence à m'intéresser. Et je trouve que l'aspect asile psychiatrique est pas du tout développé. Là où dans le bal des folles, je trouvais que c'était pas assez développé, ici on l'aborde juste presque pas. On n'aborde presque pas les troubles mentaux, les traitements qui sont administrés aux patients. On reste vraiment lisse et en surface. Et en plus, certains personnages vont vraiment évoluer de manière très intense, très rapidement, sans qu'on ait vraiment d'explication, sans qu'on comprenne réellement pourquoi. Et donc ça, j'avoue que ça m'a un peu gênée. À part ça, c'est un roman qui se lit bien, ça se lit facilement. La fin, je l'ai trouvée assez émouvante, bien qu'attendue. Ça n'a pas du tout été un mauvais moment de lecture, vraiment pas. Mais j'avoue que je ne comprends pas forcément les critiques extrêmement élogieuses et dithyrambiques que j'en avais entendues. Pour moi, c'est un roman qui est tout à fait agréable à lire. Il y a certains passages qui m'ont bien plu, qui m'ont ému, notamment la fin. Mais il y a beaucoup de choses qui auraient pu, je trouve, être un petit peu plus développées, notamment le passé des personnages, j'aurais aimé en savoir plus, et surtout l'aspect traitement des personnes qui sont considérées comme folles. Là, on s'attarde beaucoup sur les bals, on s'attarde beaucoup sur les travaux quotidiens que doivent faire les patients, donc les filles à la blanchisserie, les hommes qui creusent des tombes et qui travaillent dans les champs. On s'attarde beaucoup là-dessus. Un petit peu sur le traitement par la musique aussi, mais
sur le reste, on reste plutôt assez silencieux. Pas du tout une mauvaise lecture, mais pas une lecture mémorable. Je pense pas que ça va me rester en mémoire spécialement très longtemps. Je vous parle rapidement du livre audio que j'ai écouté qui est À l'adresse du bonheur de Lorraine Fouchet. Je vais en parler très rapidement parce que ça a été une lecture pas excellente pour moi et j'en retire quasiment rien. Je l'ai fini il y a 3 semaines environ et il y a presque rien qui m'en reste. Simplement que c'est l'histoire d'une famille qui est très attachée à la maison de famille en Bretagne. Ils ont dû la vendre il y a quelques années et les nouveaux propriétaires l'ont remise en vente. Et le grand frère, désolé même dans mon résumé il n'y a pas d'enthousiasme, mais le grand frère de la famille, enfin qui a genre 50 ans, hein, qui est médecin, veut racheter la maison pour y vivre, il n'y arrive pas, mais il va quand même la louer pour les 80 ans de sa mère, et donc ils vont tous se retrouver dans cette maison, et alors il y a plein de secrets de famille, enfin plein non, il y a un secret de famille qui va un peu éclater, des choses du passé qui vont revenir, voilà. Je pense que le résumé vous en dit beaucoup, il se passe rien, enfin je me suis vraiment dit que c'était pas, enfin en tout cas c'est pas ce qui m'intéresse moi, et pourtant parfois, j'aime bien les romans où il n'y a pas forcément une grosse intrigue. Enfin, vous voyez, par exemple, Regardez-nous danser de Leila Slimani, il n'y a pas une intrigue qui tient en haleine, mais ça fonctionne quand même. Ici, c'est juste, ouais, la petite vie d'une famille française qui part en Bretagne, quoi. Sans plus, il y a des révélations qui sont assez attendues. En plus, ça parle tout le temps du Covid et du confinement. Et moi, ça, c'est vraiment un truc que je rejette dans mes lectures. J'avais d'ailleurs abandonné le roman Oui, battement d'ailes de Laura Trompette il y a presque un an, je crois maintenant, parce que ça parlait du Covid et que moi je veux pas avoir ce mot dans mes lectures. J'ai pas envie de penser au Covid, au confinement. Je veux bien me confronter à plein de thématiques difficiles, mais juste j'ai pas envie qu'on me parle tout le temps du Covid, quoi. Et ici ça parlait tout le temps de ça au début et ça m'intéressait pas. Et en fait j'en retiens rien et on brode une histoire avec pas grand chose. C'est pas un calvaire à lire ou à écouter, ça reste correct. Mais c'est juste que ça n'a pas de réel intérêt selon moi. Enfin, bien sûr, quand je dis ça, c'est vraiment mon avis totalement personnel. Et j'ai jamais lu d'autres Lorraine Fouchet, j'ai rien du tout contre cette autrice. C'est juste que j'ai pas été emballée, j'ai trouvé ça un petit peu plat et je me suis un petit peu ennuyée. Voilà, je vais pas m'attarder davantage sur ce livre-là. Et je vais terminer la vidéo en vous parlant de ce très beau recueil de nouvelles, donc Blanche-Neige et autres contes de Grimm, qui a été illustré et mis en page par Mina Lima. Je vais vous faire un petit insert avec des images. En fait, c'est ce livre-ci qui a été ma première lecture de 2023. C'est le premier livre que j'ai lu cette année parce que j'avais envie de commencer l'année tranquillement, en douceur, avec des petits contes. Il y en a certains que j'avais déjà lus, ou bien que je connaissais parce qu'il y a eu un dessin animé Disney par exemple qui a été une adaptation. Il y en a d'autres que je connaissais pas du tout. Au total, il y a 20 contes dans le livre et je trouve que c'est toujours agréable de redécouvrir ça. Alors parfois, en tant que femme au XXIe siècle, on bondit un petit peu parce que soit les femmes sont belles et gentilles, soit elles sont laides et méchantes. Et t'as jamais une laide qui est sympa ou une belle qui est une vraie garce. Non, c'est l'un ou l'autre, sauf la belle-mère de Blanche-Neige. C'est l'exception. Mais à part ça, il n'y a pas d'exception. Et alors les contes sont bien plus trash que ce que Disney a bien voulu nous faire croire. C'est assez rigolo en tant qu'adulte, mais je me dis que pour les enfants, c'est peut-être un petit peu choquant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la mise en page qui est proposée par Mina Lima, qui est hyper chouette, déjà avec toutes les illustrations, et avec certaines pages un peu spéciales, avec des illustrations qui se déplient, des découpages, j'ai pas le vocabulaire adéquat, mais c'était assez interactif comme lecture, et ça rendait le tout assez sympa. Et c'est un très bel objet livre que je vais bien sûr garder dans ma bibliothèque et je pense que je vais me procurer d'autres Mina Lima parce qu'ils ont illustré plein de trucs différents. Ils ont fait Peter Pan, le livre de la jungle, ils ont aussi illustré des Harry Potter. Enfin, je dis il au pluriel, mais en fait je sais pas trop
Minalima si c'est une personne, si c'est... J'aurais peut-être dû me renseigner avant, hein. Enfin bref. Je me suis pas renseignée, mais c'était très sympa comme lecture. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez lu un de ces livres ou bien s'ils vous font envie. Et moi, je vous retrouve, je l'espère, plus rapidement dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de pas trop laisser passer le temps, mais la vie quotidienne est parfois un petit peu compliquée. En tout cas, merci d'avoir été présent pour regarder cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous!